Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Il y a un an, quasiment jour pour jour, nous entrions tous en confinement. Depuis, nous vivons au rythme des restrictions sanitaires qui placent certains secteurs de notre économie dans la difficulté. Quel bilan en Limousin? On en parle avec nos invités juste après le générique. C'était donc le 17 mars 2020, une date qui restera sans doute dans l'histoire comme le jour du premier confinement dû à l'épidémie de Covid-19. 46 jours durant lesquels nous avons vécu sous cloche. Depuis lors, notre vie quotidienne est rythmée par les restrictions décidées par le gouvernement et les autorités sanitaires. Confinement plus léger, couvre-feu, télétravail, limitation des sorties et des loisirs. Ce matin, nous allons faire le bilan de cette année inédite avec des secteurs qui ont souffert, le sport, la culture, le tourisme, le commerce, l'hôtellerie, restauration et d'autres encore. Un an de Covid, quel bilan économique en Limousin? C'est le thème de notre émission. Pour en parler, j'accueille 4 invités. Pierre Massy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne. Fabrice Richert, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste au sein de la Compagnie du Grenier au Jardin, membre de la Fédération nationale des arts de rue. Sébastien Buet, bonjour. Bonjour. Vous êtes hôtelier-restaurateur à Limoges où vous avez racheté un établissement. Enfin, Jean-François Brocard, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Limoges et économiste au Centre de droit et d'économie du sport. Merci à tous les 4 d'être avec nous ce matin. Ma première question, ça sera la même pour tous. Dans 3 jours, ça sera donc le premier anniversaire, si on peut parler d'anniversaire, du début de ce confinement strict. Quand vous vous retournez sur ces 12 derniers mois, comment vous avez vécu cette période, Jean-François Brocard? C'était un choc pour le milieu du sport notamment? Tout à fait, il y a eu des périodes différentes. Il y a eu le confinement avec, notamment pour le sport professionnel, l'arrêt complet des compétitions. Et depuis septembre, des périodes mitigées, nuancées, entre parfois de l'arrêt des compétitions, puis des compétitions organisées dans des conditions particulières sans public, une télé, pas de télé, etc. Donc depuis un an, on a vécu différentes situations, mais toutes sont très délicates pour le sport professionnel. Quant au sport amateur, c'est la même chose. Très peu de compétitions, très peu de possibilités d'offrir aux enfants et aux licenciés une pratique, donc des difficultés récurrentes depuis un an. Pierre Massy, pour le secteur économique, c'est inédit cette situation-là? C'est totalement inédit. Nous avons vécu 9 semaines, 8 ou 9 semaines d'interruption totale d'activité entre le 17 mars et le 11 mai. On a revécu le mois de novembre en total off. Donc effectivement, pour les entrepreneurs, certaines ont vécu ça de manière moins difficile puisque les activités dites essentielles ont continué à vivre leur vie, j'allais dire. Et puis nous avons des secteurs entiers de l'économie qui, eux, se sont arrêtés. Pour certains, ne se sont même pas réactivés, j'allais dire, pendant la période estivale puisqu'on n'a plus organisé d'expositions, de salons. Donc on a un certain nombre d'activités qui sont à l'arrêt complet depuis une année, ce qui est évidemment sans équivalent, peut-être en période de guerre, j'imagine. Mais évidemment, nous sommes bien trop jeunes pour l'avoir vécu. Mais c'est le seul moment où on a pu avoir une telle inactivité. Et puis des secteurs qui le vivent de manière très différente. Mais un certain nombre de nos secteurs qui sont extrêmement touchés. Fabrice Richert, comment vous avez vécu tout ça, tous ces mois-là? Nous, la grande complexité, c'est le public. J'entends le sport par rapport au public. Nous, sans public, on n'existe pas. Et donc, ça fait plus d'un an qu'on n'existe pas, puisqu'on rencontre pas le public. Alors évidemment, on continue à travailler, à répéter, à préparer la suite, sans savoir où on va, puisqu'on n'a pas de cap qui est donné, de cap clair. On patauge un petit peu actuellement. Clairement, on patauge. On va en parler évidemment dans cette émission. Sébastien Buet, vous avez racheté un établissement, c'était l'année dernière en fait, c'est ça? C'est une semaine avant le confinement, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais. J'ai acheté les murs juste une semaine avant le confinement, puis j'ai réussi à négocier pour acheter le fonds de commerce juste après le premier confinement, où on s'attendait vraiment à ce que les choses se passent bien, parce qu'on avait fait quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Puis là, on nous coupe les jambes. Donc aujourd'hui, c'est un carnage financier, un carnage psychologique, et on n'a toujours pas de date de réouverture, on n'a toujours pas de vision future. Tout ce qu'on sait, c'est que les aides de l'État ont pu soutenir certains confrères dans le corps de métier. Moi, je viens de créer, on n'a pas d'arriéré de chiffre d'affaires, c'est pas les 10 000 euros qui vont me permettre de financer mes 4 500 mètres carrés. Donc aujourd'hui, c'est un carnage financier et un carnage psychologique, parce que je vous dis, le premier confinement, 2 mois et demi de fermeture, psychologiquement, on arrive encore à remotiver le personnel. Là, on en est à 5 mois, on était persuadé de réouvrir le 6 avril, finalement, non, on n'a même pas de date d'ouverture, que ce soit en avril, que ce soit en mai ou que ce soit en juin, on parle même peut-être de septembre.
On va arriver à un stade, je ne sais même pas comment ça va finir. Psychologiquement avec les employés et financièrement, l'affaire est déjà close, malheureusement. On va en reparler évidemment, mais on va commencer par ce qui a fait l'actualité cette semaine, c'est la culture. Jeudi soir, il y a eu une occupation qui a commencé au Théâtre de l'Union à Limoges avec une quarantaine de personnes. Fabrice Richard, vous êtes justement en résidence là-bas. Vous soutenez ce mouvement, évidemment ? Évidemment qu'on soutient ce mouvement, un mouvement qui a été initié par les jeunes de l'Académie théâtrale de l'Union, aussi par la CIP, la coordination des intermittents et précaires. Donc nous, on est en résidence là-bas, donc on était présents sur place. Le théâtre a été occupé, donc c'est un mouvement aussi qui a été initié à Paris avec le théâtre de l'Odéon. Évidemment qu'on soutient. L'idée, c'est aussi de faire parler de nous, de montrer que les théâtres peuvent accueillir du public et qu'on sait le faire, au même titre que les restaurants. On est capable d'accueillir du public sans qu'il y ait de problème. Et c'est aussi une démonstration qu'on cherche à faire et pas un coup de force, évidemment. Et quand vous entendez Roselyne Bachelot dire que c'est inutile et dangereux d'occuper les théâtres, ça vous met en colère, j'imagine. Évidemment. On sait mieux, certainement, que Roselyne Bachelot comment utiliser un théâtre et comment gérer un public. On le sait le faire, on a des méthodes pour le faire, on l'a prouvé au moment où on a pu réouvrir un tout petit peu. On sait gérer des publics. Que ça soit inutile, je ne crois pas, parce que justement, on parle de nous et on en parle aujourd'hui. Donc ça a une utilité, évidemment. Alors, on va se retourner vers Sébastien Buet. Vous disiez que vous aviez donc acheté cet hôtel-restaurant l'année dernière. Vous avez investi dans cet établissement. Est-ce qu'il fonctionne, par exemple, l'hôtel en ce moment En ce moment, j'ai rouvert l'hôtel le 1er mars parce que c'est pas rentable. Aujourd'hui, on a un taux d'occupation qui frôle les 20%, ce qui n'est pas du tout satisfaisant. On ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, on encourage le télétravail, ce qui est une chose quand même très très bien. Mais le télétravail, c'est 20% de moins de fréquentation à l'hôtel et 30% de moins aux restaurations. Comment vous voulez qu'on arrive à essayer d'évoluer ? On peut jouer tous les aspects marketing possibles. Aujourd'hui, effectivement, l'État nous fait cadeau. Ne dites pas payer les charges. Nous a proposé un PGE sans réellement qu'on sache les conditions du remboursement de PGE. Aujourd'hui, on le sait. Un prêt garanti par l'État. Oui. Voilà, les prêts garantis par l'État. Aujourd'hui, on sait. Ça vous demandez si vous pourrez le rembourser, en fait. On peut pas. On peut pas. Le problème, c'est que j'aurais une petite structure qui ferait 30 places assises. Bon, effectivement, 10 000 euros, ça pourrait aider. Là, l'État proposait 20% 20% du chiffre d'affaires en rémunération qui est basé sur le chiffre d'affaires de 2019. Moi, j'ai que 2 mois et demi d'ouverture. Donc, j'ai juste droit aux 10 000 euros. Moi, mon établissement fait 4 500 mètres carrés sur 1 hectare 3 de terrain. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 10 000 euros ? Ça me paye rien. C'est qu'aujourd'hui, donc je prends 20 000 euros par mois que je mets à la poubelle. Donc on calcule, ça fait déjà 5 mois de fermeture. On aura peut-être 7, peut-être 8 mois de fermeture, peut-être encore plus. Comment vous voulez que je fasse après ? Il va falloir qu'on rembourse le PGE, qu'on rembourse les charges qu'on n'a pas payées, plus les charges qui sont en cours, avec un aspect psychologique qui va être très très compliqué pour tous les employés. Parce que je vous dis, c'est peut-être beaucoup plus grave que ce qu'on pourrait croire. On a un métier, nous, qui est très très dynamique. On a 2 heures, voire 3 heures d'adrénaline par jour. On se retrouve enfermé. C'est pas plus compliqué que ça, enfermé avec aucune vision dans le futur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Alors on nous dit comme disent les ministres, effectivement, il y aura de la casse. Et on nous dit, oui, vous plaignez pas, vous n'êtes pas tout seul. Qu'est-ce qu'on fait ? On doit aller à une salle de fête et faire la fiesta avec tout le monde ? Allez, on est tous en train de couler, ça va bien se passer. Aujourd'hui, on n'a pas de solution. L'État ne peut pas nous proposer de solution, ce que j'arrive à comprendre. Maintenant, on me demande mon état d'âme au bout d'un an. Au bout d'un an, je suis dans l'obligation de vendre mon affaire, ou d'ici la fin de l'année, je vais déposer le bilan. Donc si je dépose le bilan, je suis totalement ruiné. 40 ans de métier, presque 30 ans de gestion d'établissement, pour nous dire, vous êtes non essentiel. Même mon fils qui est en école hôtelière aujourd'hui arrête l'hôtellerie. Puis ça sert à quoi de se lancer dans un métier qui est non essentiel ? Vous voyez ce que je veux dire ? L'aspect psychologique est derrière le non essentiel. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Pierre Massy, des situations comme celle-ci, la Chambre de commerce, elle en gère depuis un an. Elle essaye d'aider. Comment ça se passe ? Mais c'est très compliqué parce que, comme le dit monsieur, les établissements ayant une activité plus ancienne peuvent récupérer de l'accompagnement financier sur les bases de chiffre d'affaires déclarés. Dans le cas présent, sans chiffre d'affaires, on est sur des minima et en fonction évidemment de la taille de l'établissement, on a à l'inverse des entrepreneurs, hôteliers ou autres, qui ont cédé leurs affaires. Votre prédécesseur, lui, a fait une bonne affaire, j'imagine, puisqu'il l'a vendu. Sans savoir, peut-être. Sans savoir, évidemment, parce que malheureusement, personne n'avait imaginé ce fameux 17 mars. Mais les vendeurs se disent aujourd'hui, ouf, je m'en suis bien sorti. Et malheureusement, ceux qui se sont lancés dans cette aventure de l'entrepreneuriat pile à cette date, c'est juste catastrophique. Et on a ensuite toutes les entreprises qui, elles, avaient une forme d'ancienneté, qui donc peuvent faire valoir des accompagnements sur des bases de chiffre d'affaires 2019 ou avant. Et
pour celle-là, effectivement, le moment est forcément compliqué. La partie psychologique, c'est terrible. Nous en parlions tout à l'heure, on a même des remontées d'informations nous disant que des salariés dans les métiers de l'hôtellerie-restauration quittent le métier. Ils changent de vie, quoi. Changent de vie, Salariés, parce qu'ils s'aperçoivent en plus que ils découvrent une autre vie. Oui. Alors, dans notre territoire de Haute-Vienne, l'activité, le télétravail, évidemment, existe, mais est sans doute un peu moins développé que dans les grands centres urbains, évidemment, mais il existe. Après le premier confinement, on avait, quand les restaurants ont réouvert, on a eu vraiment cette difficulté, où un certain nombre d'activités, et en particulier dans les administrations, les gens sont restés en télétravail. Vous avez perdu l'habitude d'aller... Non, mais ils étaient en télétravail toujours. On a des administrations qui sont restées en télétravail, qui n'ont pas réellement repris le travail de manière classique. Et donc, pour les gens qui avaient des restaurants ouverts en juin, juillet, août, septembre, ils avaient clairement une incidence sur le nombre de couverts servis chaque jour. Donc, le télétravail, évidemment, a eu un impact sur la restauration. Puis, de toute manière, l'activité ayant cessé définitivement fin novembre, c'est ça. Là, il n'y a plus de discussion. Les gens survivent avec les aides qu'on leur donne. Jean-François Brocard, vous êtes maître de conférence et économiste au réputé Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. On va parler d'abord du secteur professionnel. Cette année, ici, on pense au rugby, au basket, au handball. Est-ce que les pertes sont limitées, vous diriez ça ? Oui, disons qu'il y a eu les aides d'État ont permis à ces clubs de survivre dans des conditions très particulières, puisque tous organisent depuis septembre dernier des matchs à huis clos. Alors au début avec une jauge limitée, et puis très rapidement à huis clos. Et on sait que ces clubs ont besoin des recettes issues de la billetterie, mais également des recettes issues du sponsoring. Et les sponsors, a priori, ils sont là pour assister aux matchs, mais aussi pour inviter des prospects, inviter des clients, faire du réseau, etc. Donc, sans ces deux sources de revenus, les clubs ne pourraient pas survivre. Heureusement, il y a les aides d'État dont ils peuvent bénéficier depuis septembre dernier. Donc, un petit peu d'oxygène, évidemment, avec un nombre assez grand de démarches administratives à remplir. Mais malgré tout, ça permet aux clubs de survivre aujourd'hui avec un fonds de solidarité, un fonds de compensation billetterie, d'un plan, des prêts qui ont été attribués, garantis par l'État, un petit peu de chômage partiel, même si les clubs étant dans l'obligation d'organiser des matchs, pas évident d'organiser du chômage partiel. Enfin, il y a un certain nombre, si vous voulez, d'aides de l'État qui, cumulées, permettent aux clubs de survivre. Et pour les supporters, parce que le lien, il se distend un peu, non ? Tout à fait, voilà, le risque, mais c'est la même chose pour le sport amateur, c'est quid de demain. Si tout reprend, enfin on peut tous le souhaiter, mais est-ce que les supporters ne vont pas s'habituer à regarder les matchs à la télé ? Est-ce que les sponsors vont pas finalement se dire qu'ils ont pu faire sans le sport pendant un an ? Est-ce que les enfants vont retourner prendre des licences dans les clubs ? Disons que l'avenir, on espère qu'il sera plus rose qu'aujourd'hui, mais on ne sait pas si on va retrouver les conditions de 2019. Sébastien Buet, vous avez de nombreux confrères qui font de la vente à emporter, qui essaient de se réinventer, on peut dire ça entre guillemets. Est-ce que vous avez fait ce choix aussi ? Est-ce que... Je prends mon établissement sur Châteauroux, j'ai pas Uber Eats, j'ai pas Deliveroo. Là, à Limoges, je suis installé dans une zone commerciale et on fait de la bistronomie. Donc, si vous voulez, j'ai mon chef cuistot que je pense bien rémunéré. Aujourd'hui, pour vendre 20 plats par jour, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Même l'hôtel n'était pas rentable. Aujourd'hui, j'ai rouvert l'hôtel au 1er mars juste pour un aspect psychologique, pour éviter d'avoir une direction qui s'en va, pour éviter d'avoir du personnel en dépression. Donc, on a réouvert. On refait de l'activité pour rien. Pour strictement rien. Et la vente emportée, c'est intéressant pour des petites structures où le propre patron, le propre cuistot, et il se débrouille lui-même avec sa femme, ça peut aller. Pour des structures comme les miennes où il faut que j'aille quelqu'un sur place, un cuistot, sans compter une direction ou quelque chose comme ça, c'est pas rentable. Pierre Massy, le click and collect pour les commerçants, est-ce que ça a limité les dégâts quand même pendant cette période où c'était cosmétique entre guillemets ? Ouais, je pense que c'était assez cosmétique. Ça a permis de conserver un lien. Le click and collect a surtout été utilisé sur le deuxième confinement. Sur le premier confinement, il n'y a pas de temps de se mettre en place. Oui, c'est pas prêt. La sidération d'abord. Ouais. On le sait, nos commerçants n'étaient pas prêts du tout, n'étaient pas prêts du tout à cette méthode de vente. Sur le deuxième, donc au premier confinement, il ne s'est pas passé grand-chose. Sur le deuxième confinement, effectivement, il a été mis en place plusieurs systèmes de click and collect qui ont plutôt fonctionné. Et puis, on était aussi dans une période juste avant Noël. Oui,
Où il y a de la consommation. Où les gens sont en train de se préparer en se disant je vais acheter les cadeaux, je vais anticiper. Donc les gens se sont dit on peut peut-être acheter. Et puis on l'a très bien vu, hein, dès le 1er décembre, réouverture des magasins, le click and collect s'est arrêté instantanément parce que les gens se sont rués dans les magasins. Donc le click and collect existe, évidemment. Certains l'ont maintenu, je veux dire, dans des proportions qui sont assez faibles. J'en profite quand même pour vous demander, on parle des secteurs qui vont mal, évidemment, mais il y en a aussi qui n'ont pas trop souffert. Il y a un certain nombre de secteurs. Alors, vous parliez de secteurs non essentiels tout à l'heure, je trouve que le mot est absolument horrible, et d'autres qui seraient essentiels. On est un ensemble, hein. Tout le monde est essentiel à tout le monde, et tous les secteurs sont essentiels les uns aux autres. Pour autant, il y a des secteurs qui, effectivement, n'ont pas ou peu interrompu leur activité. L'activité a été dégradée, mais la distribution grande ou petite a continué à fonctionner. Le BTP, le secteur de la construction en général a continué à travailler. En plus, dans ce secteur-là, que je connais bien évidemment, très rapidement, nos organismes santé ont mis des protocoles en place très vite qui nous ont permis de redémarrer très rapidement. Et donc, il est vrai que dans ce secteur-là, l'activité s'est maintenue et se maintient. Puis on a des secteurs dans l'industrie qui continuent à vivre très bien. C'est là la difficulté. C'est d'avoir des secteurs qui continuent à bien fonctionner et des secteurs qui sont à l'arrêt, enfin en mode dégradé ou en mode totalement arrêté. Ça, c'est extrêmement compliqué. Fabrice Richard, il y a eu des manifestations du secteur culturel de ces dernières semaines. Il y a eu un carnaval des libertés, notamment en février à Guéret. On va en voir quelques images. Est-ce que vous vous sentez soutenu par la population, sachant que vous faites des arts de la rue, donc le public, c'est important pour vous, encore plus. Les arts de la rue, c'est encore plus compliqué parce que... Au-delà de jouer à l'extérieur, la particularité des arts de la rue, c'est de rentrer en relation avec les gens, de les faire venir sur scène, d'aller en relation avec eux, de les faire bouger. Toutes les déambulations, toutes les spectacles qui circulent dans les villes sont complètement proscrits. C'est impossible de faire tout ça. Donc, le seul moyen d'y retourner, c'est de faire quelque chose de manifestif, si j'ose dire. Actuellement, c'est ce qui se propose au Théâtre de l'Union aussi, de rentrer et de montrer qu'on est capable de reprendre en main ces choses-là et de revenir au jeu et de revenir à la relation avec le public. C'est vraiment ce qu'on demande actuellement. Est-ce que vous vous dites que cette crise, elle a posé la question des valeurs aussi, c'est-à-dire essentielles, non essentielles, la consommation, la culture? Il y a des choix impossibles à faire et le choix de la culture, il n'est pas fait. Effectivement, quand on voit qu'on peut remplir des allées de centres commerciaux et qu'on ne peut plus rentrer dans un théâtre, dans une bibliothèque, on ne comprend pas. Il y a un vrai problème qui se pose. C'est même plus un problème politique, c'est un problème philosophique. Les bibliothèques qui sont ouvertes, quand même. Oui, les bibliothèques sont ouvertes. mais les cinémas, par exemple. Les cinémas, tous ces endroits-là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et effectivement, comme le dit monsieur, le mot non essentiel, c'est une insulte. C'est pas possible d'entendre ça. Il y a un problème de communication dans ce gouvernement qui se voulait le gouvernement de la communication. Il y a quand même un problème essentiel de communication. Jean-François Brocard, on va parler du sport amateur aussi, parce que c'est le tissu en Limousin, c'est très puissant, ça crée du lien social. Il souffre plus que le sport pro, le sport amateur? Disons qu'aujourd'hui, oui, étant donné que l'activité est quasiment arrêtée. Il y a une étude qu'on a faite il y a peu de temps qui montre que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les clubs amateurs sont financés essentiellement par des fonds privés, essentiellement les adhésions et le sponsoring. Aujourd'hui, on voit que le nombre de licences est en baisse. Et les clubs s'inquiètent encore une fois de ce qui se passera quand tout reviendra à la normale. Est-ce que les gens reviendront dans les clubs? C'est pas complètement évident. Et quant aux sponsors, on sait que les petits clubs sont plus souvent sponsorisés par des petits commerces qui potentiellement ont pu être en difficulté suite à cette crise. Donc effectivement, il y a de gros risques avec, encore une fois, comme vous le disiez, le côté essentiel de la pratique du sport en club, pour des enfants, pour le côté social, pour les bienfaits sur la santé, sur l'inclusion, etc. Et encore une fois, c'est vrai que le côté essentiel du sport, chacun prêche pour sa paroisse, mais le sport, la pratique du sport a un côté un peu essentiel, effectivement. Oui. Le côté essentiel justement de la pédagogie et de ce qu'on amène à des enfants. Moi actuellement, je fais encore des ateliers dans les écoles avec des élèves masqués. C'est très compliqué de faire du théâtre avec un masque, mais on le fait quand même. Mais là, on se rend compte qu'on est essentiel, évidemment, d'aller apporter ça dans les écoles. C'est la même chose que le sport, donc... D'entendre ça, encore une fois, c'est impossible. Vous avez pratiqué dans l'espace public l'été dernier. On a quelques images. Oui. C'était au marché Marceau à Limoges. Oui. Vous adaptez vos créations, en fait? Comment vous faites? Non, ce qui s'est passé, c'est que pendant le premier confinement, on a voulu se rendre utile et continuer à réfléchir à ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait continuer à garder un lien
Nous, on n'est pas des gens d'image, on est des gens de théâtre, on est des gens du spectacle vivant. Et donc, on a cherché à créer comme ça une brigade de déconfinement. On l'a créée entre nous, à la volée, un peu comme ça. Et on l'a proposée à la ville de Limoges qui nous a accueillis et on a pu la jouer en déambulation, comme ça, aux fenêtres, aux balcons des gens. Une brigade de déconfinement, c'était hyper important et je crois que ça a fait plaisir aux gens de voir aussi que cette chose non essentielle, ça fait partie de la vie et c'est important. Et comment vous appréhendez les semaines qui viennent ? Il va y avoir un embouteillage de création, en fait, c'est ça ? Ça, c'est le plus gros problème. C'est le plus gros problème qu'on va rencontrer, c'est-à-dire qu'on peut nous aider. Il y a eu une année blanche, c'est très bien, c'est pas suffisant. Déjà, ce qu'on défend, on le défend pas pour les intermittents, on le défend pour tous les précaires, pour réfléchir à une réforme de cette assurance chômage qui soit pour tous les précaires. Et puis, en ce qui concerne notre secteur du spectacle vivant, on fait des créations, mais sauf qu'on va devoir tous les diffuser en même temps. Et l'année 2022, il n'y aura qu'un 2022. On n'aura pas deux 2022, ça ne marchera pas. Donc, on va être obligé de mettre des créations à la poubelle, clairement. Pierre Massy, est-ce que le quoi qu'il en coûte promis par Emmanuel Macron, il peut durer Alors ça, je ne sais pas. Vous n'avez pas la réponse. Non, je ne sais pas. Ça vous paraît difficile ? Je ne sais plus. Je ne vois pas qui d'ailleurs peut savoir parce qu'on a un niveau d'endettement de l'État, nous et les autres d'ailleurs, parce qu'on n'a pas la palme manifestement. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'accompagnement financier tel qu'il est mis en place fonctionne. Un élément dont on n'a pas parlé, il n'y a plus d'activité au tribunal de commerce. Je crains que ça ne revienne violemment comme une sorte dans quelques mois de en vague, boomerang et en vague. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'activité. C'est-à-dire que les établissements, quelle que soit leur situation, sont tenus dans une espèce de bulle dont vous parliez tout à l'heure. On maintient, on accompagne. À un moment donné, ça va s'arrêter. On a sur le territoire pratiquement 3000 entreprises qui ont souscrit des PGE. On a levé 400 millions de PGE en Haute-Vienne. Donc, il y a des entreprises, évidemment, qui ont souscrit du PGE en sécurité, j'allais dire, qui ne l'ont pas utilisé et qui, aimablement, vont le rendre. Il y a ceux qui ont eu à utiliser leur PGE parce qu'ils n'avaient pas d'autres solutions au moment du premier confinement. Donc, ça a pansé des premières plaies. Ouais. Sauf que le premier confinement, il y a eu un deuxième confinement, et puis la situation dure, et puis les PGE ont été consommés. Va arriver le moment où il va falloir rembourser les PGE. Alors, on a donné une année de plus, mais cette année de plus, en réalité, elle est dans un temps de 5 ans. C'est-à-dire qu'au lieu de rembourser les sommes sur 5 ans, on aura à les rembourser sur 4. Et à un moment donné, je pense que, et en même temps, on ne pourra pas rembourser du PGE et, pour ceux qui auront la chance de pouvoir repartir, réinvestir dans l'outil industriel, parce que c'est une dette, le PGE. Et pour des banquiers à qui on a demandé de donner de l'argent pour avoir eu des contacts permanents avec des banquiers, on a accompagné plein de difficultés d'entreprise, on a facilité des choses. On a donné de l'argent donc en Haute-Vienne, prêter de l'argent, à 2900 entreprises sans absolument aucun regard. C'est-à-dire que dans les banques, on n'a pas étudié les dossiers. On n'a pas étudié les dossiers. Les services risques des banques ont été sortis du système et on demandait tant, on avait tant. La seule condition, c'était de ne pas avoir des fonds propres négatifs ou une situation évidemment désastreuse avant ça. Et donc, on a donné beaucoup d'argent. On n'a pas nécessairement regardé toutes les situations. Pour autant, c'est une ligne d'endettement. Et quand il va falloir réinvestir, parce qu'un outil de production, ça s'use, évidemment, et quand il faudra investir dans de l'outil de production, il y aura cette dette de PGE dans un certain nombre d'entreprises qui empêcheront ça. Donc ça veut dire que les outils de production, quels qu'ils soient, que ce soit une chaîne industrielle, que ce soit des camions, des engins, je ne sais quoi, qui se seront usés, évidemment, la rentabilité, la performance d'entreprise sera altérée. Et donc là, de manière absolument inéluctable, on va retrouver un nombre important d'entreprises au tribunal de commerce. Et à ce moment-là, se posera la question de savoir quelle dette doit-on rembourser. On aura une difficulté, ça sera soit on remboursera de la dette, soit ça sera un carnage social. Parce que le chef d'entreprise dira « moi, je n'ai pas d'autre solution, je dépose mon bilan et avec le dépôt du bilan, les salariés ne seront plus salariés, ou alors on étale ma dette sur un temps infini. » Voilà. Il nous reste très peu de temps. La réponse de l'économiste à cette question, ce serait quoi ?
Ah mais je vais reprendre l'étiquette de l'économiste du sport. Oui. Beaucoup de clubs se posent des questions sur leur capacité à rembourser les prêts qu'ils ont souscrits, y compris les clubs de foot qui sont. On n'est pas concerné en Limousin, mais il y a aussi les clubs de foot, la Ligue de foot. Mais il y a des supporters. Les supporters, mais enfin malgré tout, il y a peu de clubs sportifs qui ont les moyens, qui ont eu les moyens hier, qui ont les moyens aujourd'hui, qui auront les moyens demain, de sortir tous les ans un remboursement de crédit. Tout le monde se pose la question de leur capacité à rembourser. Il y a la question de survie de club qui est sur la table. Ah mais tout à fait, en foot en particulier, et de toutes les manières, ils ne vivent que parce qu'ils ne payent pas de cotisation patronale, ils ne vivent que grâce aux prêts, ils ne vivent que grâce au fait que les supporters et les sponsors n'ont pas pour l'instant tout à fait retiré les billes qu'ils avaient mises en début d'année. Mais si en 2021, on commence une saison à huis clos, etc., là, pour le coup, ça serait vraiment une catastrophe. Effectivement. Sébastien Buet, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des employés qui commencent à se dire qu'ils vont partir. Est-ce que vous commencez à vous dire que vous allez changer carrément d'activité aussi ? Ça fait quand même quelques années que notre corps de métier a des difficultés. Oui. On a subi les attentats, on a subi les gilets jaunes, on a subi les grèves, on a déjà subi des grosses pertes de chiffre d'affaires. Et on avait déjà énormément de difficultés à trouver des employés dans la restauration. On le voit aussi bien sorti de l'école hôtelière que dans toutes les expériences qu'on a vues. On avait beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, moi, tous les jeunes que je connaisse qui sont dans la restauration ont bien compris que c'était non essentiel. C'est pas compliqué, on est non essentiel. On nous a mis dans des cases sans réellement faire une étude derrière. On va partir sur une chose très très simple. Moi, mes serveurs, vous savez, ils prennent la serviette où vous êtes essuyé la bouche, ils prennent vos couverts, ils mettent les doigts dans les verres, ils prennent les assiettes. Moi, dans tous mes amis restaurateurs, j'en ai aucun qui a un employé qui a attrapé le Covid. Par contre, on n'a qu'à faire les études. Je veux pas discriminer non plus, mais quand on regarde les caissières dans les grandes surfaces ont attrapé beaucoup plus le Covid que dans le métier de la restauration. On s'est basé sur des études, soi-disant américaines, que dans les lieux clos, c'était fermé. Aujourd'hui, on a des solutions si elle n'est pas financière, elle est au moins psychologique. Pourquoi on nous autorise pas d'ouvrir les terrasses ? Dans ces cas-là, après, on va dire, oui, il y a des gens qui ne peuvent pas, mais dans ces cas-là, l'État continue les aides pour ceux qui n'ont pas de terrasse. Pour nous qui avons des possibilités avec des grands parkings de faire des grandes terrasses, trouver des solutions. Ça pose problème. Il y a plein de choses comme ça. On nous a demandé d'investir des milliers d'euros. C'est ce qu'on a fait pour les normes d'hygiène, dans des produits, dans des plexiglas, dans des masques, dans des gels hydroalcooliques. L'émission va se conclure, malheureusement. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a fait tout ce qu'il fallait et on nous met encore dans la classe de non essentiel dégagé. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. Dans un instant, ce sera le Flash Info avec Angélique Martinez, puis dimanche en politique avec Francis Letellier qui reçoit Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. La semaine prochaine, dimanche en politique revient avec Cécile Gauthier qui vous parlera de la sécheresse et de la gestion des ressources en eau en Limousin. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, passez un bon dimanche et prenez soin de vous.